Et vous venez de suivre en direct sur BFM TV la conférence de presse commune entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Une conférence de presse qui aura duré à peu près un peu moins d'une heure, à l'occasion donc de ce retour en fait. Emmanuel Macron, après avoir reçu l'année dernière à Versailles le président Poutine, cette fois ça se passe au Palais Constantin à 20 km de Moscou, un choix de lieu hautement symbolique. On va y revenir dans le détail. Que se sont-ils dit, les sujets abordés, les dossiers chauds, la convergence aussi, on y vient dans une petite seconde avec nos invités. Florent Parmentier, bonsoir, bienvenue. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC. Merci d'être avec nous. Bonsoir Pierre Laurin, bienvenue également. Vous êtes écrivain, spécialiste de la Russie. Ulysse Gosset, notre éditorialiste politique international BFM TV. Bruno Jeudi, bien sûr, éditorialiste politique BFM TV. D'abord, on va rejoindre, s'il vous plaît, messieurs, Mathieu Coache, envoyé spécial pour BFM TV en Russie. Il a suivi évidemment cette conférence de presse et les photos qui ont précédé les échanges. D'abord, Ulysse, tiens, un mot sur ce qui s'est dit. On a entendu à plusieurs reprises œuvrer ensemble, coopération, conciliation, dialogue. Les convergences, on les a. Les sujets qui fâchent, on y est allé à petits pas, mais on y est allé quand même. Oui, je crois qu'il y a vraiment ce soir l'expression d'une volonté commune de rapprochement malgré les difficultés. Et sans tomber dans l'excès, je dirais que l'annonce du président de la République qui dit « j'irai en Russie pour voir jouer l'équipe de France de football si elle atteint les quarts de finale », c'est un geste politique fort qui démontre effectivement que la France a envie de se rapprocher de la Russie. Parce qu'il faut signaler quand même que les Britanniques, eux, ont dit qu'ils n'iraient pas voir les matchs de la Coupe du Monde, en raison notamment de l'affaire de l'ancien agent double empoisonné. Donc là, il y a, je crois, une annonce assez forte, même si elle est, je dirais, purement symbolique, puisqu'il s'agit de football, de la volonté d'Emmanuel Macron de poursuivre le dialogue avec Emmanuel Poutine. Et sur les dossiers importants, vous l'avez dit, la volonté qu'il y ait des initiatives communes. Sur l'Iran, pour préserver l'accord nucléaire, il faut absolument rester dans l'accord, il faut que l'accord survivent et on a besoin de la Russie pour cela. Il faut également avancer sur la Syrie. Là aussi, une petite phrase importante d'Emmanuel Macron. Il n'est pas question de changer de régime à Damas, donc on fera avec Bachar el-Assad, mais il faut avancer, il faut inclure les Syriens qui ont quitté leur pays dans l'avenir du pays, mais il faut avancer, et là aussi, la Syrie, ça passe par Moscou, si j'ose dire. Et enfin, sur la question de l'Ukraine, eh bien, il n'a pas exclu qu'il y ait un nouveau sommet de Normandie, vous savez, ce fameux échange à 4 avec Angela Merkel, le président ukrainien, Vladimir Poutine et donc Emmanuel Macron. C'était une initiative de François Hollande. C'est une bonne formule de négociation, mais nous ne sommes pas prêts en clair parce que ça n'avance pas et la situation est trop critique sur le terrain. Donc on voit tous ces signaux, mais il manque encore quelque chose pour vraiment aboutir. Ouais. Voilà. Pierre Laurin, comment vous avez observé ça? Parce qu'on se souvient évidemment d'Emmanuel Macron aux côtés de Donald Trump, les claques dans le dos, les accolades, etc. Là, on n'est pas du tout dans le même genre d'ambiance. Il y a eu plus de pragmatisme, plus de choses concrètes, moins peut-être de sourires, mais c'est peut-être mieux ainsi? Je ne sais pas exactement quel est le rôle de la chimie entre les dirigeants. En tout cas, Trump est quelqu'un d'expressif, qui se laisse aller à beaucoup de familiarité. Ce n'est vraiment pas le cas de Poutine et je ne pense pas non plus que ce soit le cas de Macron. Donc là, on était plutôt dans la retenue. Moins de sourires, mais n'empêche que les dossiers ont été traités et qu'on a avancé. Et surtout, je crois que ce qui est essentiel, c'est qu'une dynamique est en marche. Et cette dynamique en marche, en fait, elle date de Versailles l'année dernière, parce que même s'il y a eu beaucoup de divergences en apparence, un travail très efficace a été fait en sous-main, ce qui aboutit non seulement à la présence d'Emmanuel Macron au Forum de Saint-Pétersbourg, mais également à la signature d'un nombre assez important d'accords, alors que rien, il y a un an, ne pouvait laisser présager cela. Évidemment, la question aussi, Florent Parmentier, c'est on sait qu'il y a pas mal de méfiance de la part de Vladimir Poutine à l'égard d'Emmanuel Macron, de méfiance, est-ce qu'on peut passer à confiance? Est-ce qu'en tout cas on a dépassé la défiance? J'entends par là qu'il y a des points de convergence sur le dossier du nucléaire iranien, ils l'ont dit tous les deux, sur là par exemple la déception de l'annulation du rendez-vous Trump avec Kim Jong-un. Il y a quand même les dossiers brûlants, c'est la Syrie, c'est l'Ukraine, ça a été mentionné, la question a été posée par un journaliste français aussi, l'Ukraine, la Syrie. On peut dépasser ce cap de la méfiance aujourd'hui?
Alors il est vrai que les deux présidents devaient trouver une ligne de positionnement qui n'était pas forcément évidente. Le premier point, c'est qu'on voit quand même cette volonté d'afficher le fait qu'on a eu un dialogue franc et direct. Ça, c'est quelque chose qui était assez naturel. Emmanuel Macron l'a dit. On le voit, rapidement. et même la manière dont Emmanuel Macron reprend l'idée de « nous sommes un État indépendant », faisant là un petit peu défiant cette idée en fait très présente en Russie, qui est que finalement la France est aujourd'hui un État suiviste en Allemagne, avec l'Allemagne en Europe et avec les États-Unis international. Du coup là, on a cette volonté d'affirmation en fait telle qu'elle se voit. On avait aussi de la part d'Emmanuel Macron probablement l'idée selon laquelle on peut s'entendre, puis je ne suis pas un néoconservateur. Ce qui veut dire que je ne suis pas nécessairement pour le changement de régime en Syrie. Ce qui m'intéresse, ce sont plutôt des solutions qui marchent. Et dans le cadre de la Syrie, ça peut passer par davantage de pragmatisme, ça peut passer par des solutions politiques à trouver, mais en se situant dans l'après-guerre. En n'étant pas seulement dans l'idée du on va d'abord dégager le potentat local pour ensuite faire quelque chose. Et là, il y a quelque chose effectivement qui est de l'ordre de l'évolution assez nette dans la diplomatie française. Et puis il y avait un troisième message qui était nous ne devons pas être naïfs. Donc ce message a été martelé auparavant par Emmanuel Macron, mais d'une certaine manière, ça lui permet aussi de se dédouaner des avancées qu'il a pu faire dans le cadre de sa relation avec la Russie. Et oui, évidemment. Alors Bruno, je reviens sur l'aspect, effectivement, on a cette indépendance, nous parlons à tous. C'est la marque de notre indépendance, effectivement, ce qu'on évoquait à l'instant avec Florent Parmentier. Je suis lucide aussi sur les incompréhensions entre nous. Pour Emmanuel Macron, il fallait mettre les points sur les i, une manière d'être respecté, de ne pas être... C'est-à-dire que, d'abord, il y a la marque de fabrique d'Emmanuel Macron qui est de vouloir parler à tout le monde et quelque part de rétablir avec la Russie un dialogue qui s'était largement estompé sous le quinquennat précédent. Donc ça, c'est... Et là, il était dans cette ligne-là. Ensuite, bon, il y a peut-être aussi, parfois, dans ses conférences de presse à l'étranger, de rectifier peut-être un voyage précédent, le voyage aux États-Unis, où là, il y avait peut-être une erreur du président français qui a affiché une espèce d'alignement. Enfin, en tous les cas, ça a peut-être été perçu comme ça, beaucoup de Français. Et puis, il y a eu les images, il y a eu cette communication. Et du coup, il y avait cette espèce d'alignement. On a vu que c'était finalement un échec à l'arrivée avec ce qui s'est passé par la suite. Donc, il y avait aussi, sans doute, la volonté d'Emmanuel Macron de rééquilibrer tout ça, de se faire respecter, de ne pas cacher le désaccord, mais en même temps, comme la relation franco-russe est faite de désaccords, d'accords, c'est assez particulier, même de contradictions. Mais Ulysse Gosset l'a très bien dit, il y a une volonté des deux hommes d'avancer ensemble. Ça se voit, ils se regardent. Il y a eu un gros plan sur Lavrov à la fin de la conférence de presse, extrêmement soulagé et presque rayonnant, ce qui est quand même pas... Et la seule annonce sur la Coupe du Monde de foot qui est très symbolique, en disant c'est anecdotique, mais c'est très important pour les Russes. C'est très important. C'est un des premiers chefs d'État importants qui dit qu'il ira dans les phases une fois que la France aura passé l'écart. C'est très important pour les Russes, surtout les Russes. Alors, en matière sportive, il y a beaucoup de contentieux, c'est très compliqué. Donc c'est très important. Il ira si, effectivement, l'équipe de France passe les quarts de finale. Juste, Ulysse Gosset, il y a eu une volte-face de Donald Trump, là, aujourd'hui même, par rapport à la Corée du Nord. Et puis, sur le nucléaire iranien, il y a 10 jours de ça. Est-ce que, pour Vladimir Poutine, il n'y a pas là aussi une manière de resserrer les liens avec la France, avec les pays européens? Il faut s'engouffrer dans la brèche, c'est l'occasion? Pour Poutine, il y a une carte à jouer, c'est évident. Mais là, on est vraiment dans la réelle politique des deux côtés. Parce qu'en fait, chacun teste l'autre, mais ne lâche rien. Macron n'a rien lâché sur l'essentiel, sur les droits de l'homme, comme sur la Syrie, comme sur l'Ukraine. Et Poutine non plus. Il a esquivé tous les coups. Il y a d'un côté la réaffirmation de l'indépendance, c'est-à-dire je ne suis pas le vassal de l'Amérique, c'est Macron qui parle, et Poutine qui observe et qui le voit venir, et qui est en position de force. En Syrie, c'est lui qui a les cartes en main. En Ukraine aussi. Donc on voit qu'on est dans une sorte de face-à-face très direct. Emmanuel Macron a dit... Je reste très lucide et je dis les choses franchement et je vois bien que mon partenaire ou mon interlocuteur n'est pas d'accord avec moi. Donc on est toujours dans le désaccord, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on continue à avancer malgré tout. Et ça permet effectivement de signer des accords économiques très importants, notamment, il faut le signaler avec Total. Qui conforte sa position donc, avec des gisements considérables dans le nord de la Russie, dans l'Arctique. Et cette signature d'un accord, c'est aussi important sur le plan symbolique
politique que le football. C'est-à-dire que Macron ira en Russie malgré tout, malgré les espions russes ex-empoisonnés. C'est intéressant comme relation, mais on voit que c'est quand même difficile. Du coup, la question, Pierre Laurin, c'est aussi, on se dit que Vladimir Poutine profite peut-être de cet entretien, de ce tête-à-tête aujourd'hui, puis de cette conférence de presse, pour juger les intentions d'Emmanuel Macron, pour voir si Emmanuel Macron, à la fois peut s'émanciper de l'allié américain, il veut peut-être des actes, des preuves, un changement politique aussi à l'égard de la Russie, c'est ce qu'il attend d'Emmanuel Macron? Oui, bien sûr, il attend un changement politique, mais le concret, quelque part, il l'a déjà. L'année dernière, à Versailles, Emmanuel Macron avait reconnu ce que son prédécesseur ne faisait pas, que le gouvernement syrien de Bachar el-Assad était un interlocuteur et que la souveraineté de la Syrie devait être garantie. Aujourd'hui, il va plus loin, il dit en substance que Bachar el-Assad est le pouvoir légitime actuellement. C'est-à-dire que c'est avec lui qu'il faut compter. Il n'y aura pas de renversement, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il ne dit pas légitime, il dit qu'il n'y aura pas de changement de régime. Il n'y aura pas de renversement. On n'est pas là pour le renverser. Il a parlé de légitimité du gouvernement. Pas de Bachar el-Assad. En tout cas, pas de renversement. Bon. Du gouvernement. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de changement de régime. Qui a la légitimité actuelle. Ce sont ces mots, légitimité actuelle. Il y a un pas qui est important. Ça c'est un pas considérable. En ce qui concerne l'Iran, il est évident que cette rupture très nette des Européens et des Américains va dans le sens de l'abolition à terme de toutes sortes de sanctions. Oui. Parce qu'effectivement, si l'on trouve la manière de contourner la toute-puissance du dollar, eh bien, les sanctions américaines, elles ne concerneront plus que les entreprises américaines. Mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, mais il y a un pas également. Parce que là, l'Europe a pris conscience du problème. La clé est en Europe. Si l'Europe est assez forte pour affirmer son indépendance face aux États-Unis, alors oui, il y a une chance effectivement de contourner le dollar. Mais encore une fois, ça prendra du temps. Ah oui, Florent Parmentier, une dernière question. On sait que les sujets qui fâchent, c'est toujours compliqué dans ces moments-là. Typiquement, l'Ukraine, la Syrie, les droits de l'homme. Emmanuel Macron qui a rendez-vous ce soir justement avec des défenseurs des droits de l'homme. Vladimir Poutine, quand on lui pose la question là sur l'histoire du MH17 qui a été abattu au-dessus de l'Ukraine en 2014, et quand il dit nous, on a proposé notre aide pour enquêter, mais c'est l'Ukraine finalement qui ne nous a pas admis sur l'enquête. Peut-on le croire? Il est naturellement dans un jeu de position et on voit bien même la manière théâtrale dont il feint en fait d'avoir mal compris. La question, on comprend derrière ça effectivement que en renvoyant à la situation sur laquelle effectivement elle travaille toute la journée, ce qui est sans doute factuellement vrai, on ne peut pas croire qu'il n'est pas préparé à cette question et donc on peut tout à fait penser qu'il avait anticipé et que dans ce cadre-là, l'idée n'est de ne pas rebondir finalement sur cette question-là. Et le président français lui-même dans son rôle en disant qu'il est avec les victimes sans pour autant accabler effectivement le président russe. Donc on ne peut pas imaginer que les questions qui fâchent aient été abordées en tête-à-tête en amont de la conférence de presse. Emmanuel Macron, selon vous, n'y est pas allé sur ces thèmes-là? Je n'y étais pas, mais il est possible qu'il en ait parlé, c'est même vraisemblable. Mais je pense que la relation telle qu'elle se construit est plutôt de parler de ces choses-là en petit comité, expliquer les points de désaccord, et en l'occurrence là c'est un point passé, mais le faire plutôt en tête-à-tête plutôt que de l'envisager en conférence de presse. D'autant que par rapport à ce qui s'était passé l'an passé, c'est-à-dire la critique d'Emmanuel Macron de RT et de Sputnik, on voit bien que cette fois-ci, Emmanuel Macron était un invité, c'était pas l'organisateur. Et donc là-dessus, il avait aussi certaines limites probablement à ne pas franchir en termes de courtoisie diplomatique. On n'a pas commenté le faste effectivement du lieu dans lequel Emmanuel Macron a été reçu, mais on l'a beaucoup dit dans la journée, effectivement, le choix de ce lieu hautement symbolique. C'est un peu on a renvoyé la pièce, j'allais dire, on a renvoyé la balle, c'était Versailles il y a un an. Là, c'était le Palais Constantin à 20 km de Moscou, un cadre absolument somptueux et puis chargé d'histoire aussi pour recevoir donc Emmanuel Macron. Merci beaucoup messieurs, merci Pierre Laurin d'être venu ce soir, Florent Parmentier également, Ulysse Gosset, Bruno Jeudi. Je rappelle à nos téléspectateurs que Emmanuel Macron sera l'invité exclusif demain de Ruth Elkrief à 19h depuis Saint-Pétersbourg, donc rendez-vous à ne pas manquer.